Mulroney et Reagan sont les descendants d'un peuple qui, au siècle dernier, connaissait toutes les misères du monde. Famine, épidémie, chômage étaient le lot des Irlandais. Voilà pourquoi, cherchant à fuir la misère et dans le but d'améliorer leur sort, ont-ils voulu émigrer. Ainsi, à compter de 1832, les a-t-on vus arriver chez nous par bateau entier, remontant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Québec. Plus souvent qu'autrement, c'est horriblement malades qu'ils descendaient sur la terre ferme. Ce soir, une équipe du Point nous raconte une histoire peu connue chez nous et nous amène sur une île, la Grosse-Île, qui était souvent l'antichambre de la mort pour les Irlandais. À l'endroit où le fleuve Saint-Laurent devient le Golfe, à l'est de l'île d'Orléans, s'étend un chapelet de petites îles. Curieusement, celle-ci s'appelle Grosse-Île. Depuis 150 ans, c'est un poste stratégique. À la grande époque de la navigation, ce fut la porte d'entrée du Canada et même des États du nord de l'Amérique. Le plan d'eau derrière moi s'appelle la baie du choléra, parce que des milliers d'Européens en sont morts ici, en quarantaine. Il y avait tellement de cadavres que quand le cimetière d'en haut ne suffisait plus, on les enterrait dans le fond de la baie, à marée basse. Cette île raconte une histoire de mort, mais elle pourrait raconter bientôt une histoire de paix. 1832. L'inquiétude est grande à Québec. On craint l'arrivée du choléra qui terrorise l'Europe. Grosse-Île devient une station de quarantaine par décision du gouvernement impérial, mais à la demande pressante des autorités locales. Les immigrants devront tous être examinés par des médecins à la station avant de pouvoir poser le pied sur le continent. Tout de suite, l'île est débordée. Des milliers de gens meurent, surtout des Irlandais. L'épidémie se résorbe lentement, mais 15 ans plus tard, en 1847, le typhus terrasse les Irlandais qui fuient leur pays et la famine, comme le rappelle cette croix celtique érigée sur le plus haut cap de Grosse-Île. Sœur Mariana O'Gallagher, professeure à l'école Saint-Patrick de Québec, a écrit l'histoire de cette période. La chorale des élèves répète à tous les ans au mois de mars les chansons des ancêtres. En 1847, la pomme de terre pourrit dans les champs en Irlande. L'île se dépeuple rapidement de ces paysans affamés et malades, mis à la porte de leurs terres par les lords britanniques. On voit là de 45 jusqu'à 55, la population de l'Irlande va de 13 millions à 8 millions dans une période de 10 ans avec la famine et la sortie par l'immigration. Québec, à l'époque, c'est le port d'entrée. 60 000 immigrants par année y passent, en route vers l'intérieur du pays. Si la panique a parfois touché la ville de Québec, le véritable enfer, c'était Grosse-Île. Des bateaux qui servaient au transport du bois vers l'Europe ramenaient ici des morts-vivants, épuisés par une traversée impossible. Les médecins et les prêtres, qui entraient en contact avec les malades, en mouraient très souvent eux aussi. Alors, dès que le bateau arrivait, le médecin montait sur le bateau. Et puis, il allait voir s'il y avait des malades. Comment il voyait ça? Alors, c'était facile, parce que le colérique, il sentait mauvais, il sentait le diable. Il sentait quoi? Les matières fécales, si vous voulez. Il sentait la fièvre à part ça. Vous savez, la fièvre, le bonhomme qui fait 103, 104 de température. C'est presque miraculeux qu'il y ait des gens qui soient arrivés jusqu'à la Grosse-Île sur des bateaux infectés comme ça. Oui. Et puis ça se transmettait, puis vous savez combien de temps prenaient les traversées dans ce temps-là.
2 mois, 3 mois. Cette ambulance a été construite en 1847 pour ramener les victimes du typhus vers les hôpitaux de l'île. Nous sommes ici dans le plus vieux bâtiment de Gros-Île. Croyez-le ou non, c'est un hôpital. Si vous trouvez que ça n'en a pas vraiment l'air, dites-vous bien que déjà, au milieu du 19e siècle, on appelait ça la Chèvre. Des milliers d'immigrants sont morts ici, du choléra, du typhus et d'autres maladies plus horribles les unes que les autres. Qu'est-ce qu'on pouvait pour eux à Gros-Île? À Gros-Île, ben, on les lavait d'abord. On les faisait prendre un bon bain. On les isolait. T'sais, on les mettait pas tous couchés ensemble. Chacun avait son lit à lui. Et puis, parce que dans les bateaux, ils étaient tous couchés l'un à côté de l'autre, par terre. Voisins, tu sais. Le docteur Leblond a étudié les méthodes du docteur George Douglas, médecin-chef à Gros-Île en 1847. Et sa méthode de traitement au docteur Douglas, c'était quoi? C'était les faire boire beaucoup, le vin, le brandy surtout, et puis les médicaments, le laudanum, qui était de l'opium, et puis du calomel, qui était un purgatif. Mais c'était la mode dans le temps. C'était du mercure, puis on considérait le mercure, le calomel, comme le médicament qui débarrassait de tout. Mais dans tout ça, est-ce que quelque chose faisait du bien aux malades? Oh mon Dieu! Tout ça faisait du bien ensemble. Mais moi, mon impression, ce qui faisait du bien aux malades, c'est de l'isoler, de le laver des pieds à la tête, et puis de le faire boire, de le faire manger le plus tôt possible. Est-ce qu'on sauvait certains malades? Certains malades. Lesquels? Ouais. Le médecin même a été malade. Il n'est pas mort. Et ceux qui n'étaient pas trop malades, il y en avait qui avaient des diarrhées légères, qui n'étaient pas trop malades. On appelait ça la cholérine. C'était pas le choléra, ça. C'était la cholérine. Alors, il n'était pas trop malade, celui-là guérissait. Mais les autres mouraient. Il pouvait arriver jusqu'à 500 malades à la fois pour 200 lits d'hôpitaux. Mais l'horreur de la situation permettait à la plupart d'être soignés, puisque la mort libérait jusqu'à 60 lits par jour. Plusieurs des milliers d'orphelins laissés par l'hécatombe ont été adoptés par des familles québécoises. Là, vous parlez d'une période d'accueil des Canadiens français pour des malheureux, pour des orphelins. Ça c'est une des histoires les plus touchantes dans toute l'histoire du monde. L'accueil que les Québécois ont donné aux Irlandais. Racontez-nous comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? On n'a pas beaucoup de documentation pour 1932, mais en 1947, on trouve ça dans les lettres des prêtres qui ont... évidemment, ils prenaient les orphelins de l'île de la Grosse-Île, ils les montaient à Québec et ils restaient là dans un orphelinat. Et puis après ça, les prêtres allaient dans leur paroisse et demandaient aux gens dans leur paroisse, voulez-vous prendre ces enfants malheureux? On dit qu'ils promenaient les enfants, Oui. ils les montraient à l'église le dimanche en Oui. disant vous n'allez Oui. pas laisser ces petits malheureux-là tout seuls. Oui, et puis le monde les prenait. C'est un peu bizarre comme procédé, non? C'est très effectif. Oui. Gros-Île est interdite au public, à part quelques visites permises récemment. Mais peu de gens s'en préoccupent, parce que depuis la fermeture de la quarantaine en 1937, c'est une île oubliée. Pendant la guerre, l'armée américaine y a fait des expériences ultra secrètes en bactériologie. Maintenant, le ministère de l'Agriculture du Canada
s'en sert comme lieu de quarantaine pour les animaux et comme laboratoire de maladies animales exotiques. Mais d'ici 3 ans, Gros-Île deviendra un parc national consacré à l'histoire de l'immigration, à l'histoire de l'accueil et de l'ouverture qui a longtemps été la marque du Canada.